Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré le soutien inconditionnel de sa copine, Yael Braun-Pivet, Aurore Berger est quand même visée par une information judiciaire pour faux témoignages. Quand je vous explique que ces personnes-là sont tous des voleurs en puissance. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Concernant l'affaire qui concerne Aurore Berger, il y a eu une longue discussion pendant laquelle les membres du bureau ont estimé à 10 voix contre 9 qu'il y avait lieu de transmettre. Mais je voulais devant vous dire que cette décision de transmission ne vaut pas décision de justice. En aucun cas le bureau doit se prononcer sur la constitution d'une infraction. C'est une simple transmission qu'il effectue au procureur de la République qui sera libre, lui, de poursuivre ou pas et d'enquêter sur ces faits. C'est extrêmement important que vous ayez connaissance de cela parce que lorsque je lis des interventions sur Twitter, je vois que certains, par leurs déclarations, veulent tromper les Français en considérant que le bureau a d'ores et déjà jugé, ce qui n'est absolument pas le cas parce que ce n'est absolument pas de sa compétence. Alors voilà ce qu'elle protège, la vieille vipère. Une affaire de crèche privée, la ministre Aurore Berger visée par une enquête pour faux témoignages. La ministre Aurore Berger est visée par une investigation de la Cour de justice de la République pour avoir nié tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées devant une commission parlementaire, des propos remis en cause dans un livre de messages. C'est pour vous dire, ces personnes-là sont là pour torpiller les Français. Ils ont profité de milliers de Français, voire de millions de Français qui mettaient leurs enfants dans des crèches pour leur voler leur argent. Parce qu'on peut appeler ça que voler. Et à votre avis, pourquoi ils veulent pas qu'elle tombe, Aurore Berger? Parce qu'ils sont tous dedans. Sur cette deuxième vidéo, les amis, on va parler de Franck Tapiro. Alors là, c'est extraordinaire. Il affirme être mis en danger par le PSG. Vous savez pourquoi? Tout simplement à cause de banderoles Free Palestine. Après ça, il n'y a plus rien à dire. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et vous vouliez parler d'évolution du Paris Saint-Germain avec une bataille que vous souhaitez mener justement par rapport aux abonnés du Paris Saint-Germain Football au Parc des Princes. Bah vous savez, depuis le 7 octobre 2023, moi je vais plus au parc. Mais je suis resté abonné parce que je suis supporter depuis 50 ans. Mais j'espérais résilier mon abonnement parce que moi, l'histoire de la bâche, la fameuse bâche de 800 mètres carrés avec Free Palestine et tout ce que j'ai dit un peu partout, ce qui a été d'ailleurs dénoncé par la presse, était pour moi le coup de trop. Donc ce jour-là, j'ai dit je résilie mon abonnement. Donc j'ai mené une action, on va dire, à l'amiable en disant écoutez, on va sortir par le haut. Moi, je suis un ancien supporter. Mais là, aujourd'hui, j'avais décidé de dissocier le PSG du Qatar. Aujourd'hui, c'est fini. L'histoire de la bâche, vous avez menti, vous saviez, vous avez financé, vous avez aidé à faire venir les différentes parties de la bâche, à les assembler, à les tester. Donc vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes donc responsable et coupable. Donc moi j'estime qu'en tant que supporter, vous ne garantissez d'abord, vous avez trahi les valeurs sportives. Ça c'est dans le contrat. Et deuxièmement, vous me mettez en danger, moi, en tant que supporter. Moi, je m'estime en danger quand on dit Free Palestine avec le porte-parole du Hamas et du sang sur le drapeau. Franck, qu'est-ce que vous avez répondu le Paris Saint-Germain? J'ai demandé de résilier. Ils ont en plus résilié avec Saint-Etienne, où ils ont carrément organisé, vous savez, des graffeurs. Ils m'ont envoyé une lettre recommandée en disant qu'ils allaient me poursuivre. Ils allaient m'envoyer justement une ordonnance Pour quelle raison? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont fait aucune erreur. Ils estiment qu'ils n'ont jamais menti. Ils estiment qu'ils n'ont jamais fait de rentrée de bâche. Ils n'ont jamais fait la promotion du Hamas. Ils n'ont jamais fait la promotion du génocide. Ils n'ont jamais poussé. Donc, quand on est à ce point de mensonge, alors que moi je voulais sortir par le haut, c'est pour ça que je n'avais pas médiatisé mon courrier recommandé. Eux, ils vont m'envoyer, ils m'ont envoyé un petit mail en disant nous allons vous envoyer une lettre recommandée d'injonction de payer vos dernières échéances. Et moi, c'est une question de principe, c'est pas une question d'argent. C'est comment est-ce qu'ils peuvent nous regarder en face, nous supporters qui avons supporté le PSG pendant des années et supporté le prix du Qatar aussi, cette catastrophe ambulante. Donc j'ai dit non seulement je vous paierai pas, c'est pas une question d'argent, c'est je veux que vous reconnaissiez votre. Vous savez vous. Et donc pour ça, vous êtes prêt à aller encore plus loin devant la justice? Alors, je vais aller devant la justice, mais je fais un appel. Vous allez le voir dans les prochaines heures avec une vidéo. Ouais. Toutes les personnes qui, comme moi, veulent résilier leur abonnement, mais en fait, on est obligé de résilier parce que eux n'ont pas répondu présent, eux ont menti, eux n'ont pas respecté les règles éthiques du sport et de la protection des supporters. Je leur demande de me rejoindre pour une grande action collective avec les avocats qui sont déjà sur le coup. Et ben maintenant, tant pis, on va le faire de façon médiatique. Je commence chez vous, mais je vais en parler dans tous les médias. Je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Merci beaucoup. Totalement irresponsable, prennent ses responsabilités face à des supporters qui sont là depuis plus longtemps que le Qatar. Moi, je suis là depuis 50 ans. Le Qatar, à peine une quinzaine d'années. Merci donc, beaucoup, Franck. On Franck. va y mettre le respect, mais on ira jusqu'au bout, je peux vous dire. D'avoir été avec nous et on suivra évidemment de près. Ici, c'est Paris. Écoutez ce slogan. Ici, c'est pourri. Bon, premièrement, monsieur Bois de Boulogne, tu peux résilier ton abonnement. Tu penses vraiment que la confédération du club de Paris, ça va leur faire grand chose que tu pars?
Non, va falloir être sérieux 5 minutes. Il nous explique, ce vieux guignol, que ça serait un crime de mettre une banderole de la Palestine dans un match de foot. Mais c'est hallucinant les amis. Pourquoi ils le font, à votre avis? Pour soutenir un pays opprimé, je dirais même décimé. Et ce personnage-là, comme BHL, comme Fickenstraught et tous les autres socios en puissance, nous explique la même musique. Il ne faut plus dire le nom Palestine. Posez-vous la question pourquoi, les amis. Et sur cette troisième vidéo, les amis, on a Jean-Luc Mélenchon qui va nous faire un discours impressionnant sur la réalité des Français. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Que la social-démocratie prétend corriger les inégalités, nous prétendons les abolir. La social-démocratie prétend le faire en répartissant inégalitairement au profit de ceux qui ont le moins les fruits de la croissance, ce qui suppose une croissance sans fin. Or, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rétablir de l'égalité, remettre de la norme dans la société sans prendre dans le stock. C'est-à-dire vous attaquer au cœur de l'accumulation capitaliste. Ce n'est pas l'accumulation que je suis en train de montrer du doigt, car dans une société, quelle qu'elle soit, la coopérative de production aussi accumule à sa manière un surproduit social qu'elle va réinvestir ou distribuer en salaire. Ce que je mets en cause, c'est l'appropriation privée, personnelle, du travail gratuit que produit chaque travailleur, chaque travailleuse quand il va au boulot. Et c'est pourquoi, en définitive, qu'on le prenne par un bout ou par l'autre, à la fin, il n'y a pas d'issue à la civilisation humaine dans le cadre du capitalisme. Encore une fois, pour des raisons qui sont liées à la nature de ce qu'il est. Et en vous en pointant un aspect le plus catastrophique, celui du bug écologique, que tout le monde comprend, vous allez voir la nature fondamentalement mauvaise de ce système. Il ne peut pas se corriger par lui-même. Il ne peut pas corriger les catastrophes qu'il déclenche. Regardez les incendies en Californie. Eh bien, à première vue, c'est un incendie et du feu. Non, c'est le résultat du changement climatique. Ensuite, tout brûle. Eh bien, c'est normal que ce qui doit brûler brûle. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau disponible en quantité suffisante, parce qu'on a mis l'eau à des sociétés privées qui les cotent en bourse. Donc, plus il y a besoin d'eau, plus elle vaut cher. Plus vous en avez besoin pour éteindre l'incendie, moins vous pourrez y avoir accès parce que vous n'en avez pas les moyens. Voilà un concentré de ce qu'est le capitalisme, de sa manière d'accumuler en créant la rareté. C'est une idée qui est compliquée et qui va contre l'intuition, mais le capitalisme a besoin de la rareté pour créer de la valeur d'une manière artificielle. Je vous dis tout cela pour vous rappeler que quand on parle d'écologie, on ne parle pas non plus d'un bon sentiment à l'égard de la nature, même si ces bons sentiments sont nécessaires. On parle de la défense de notre espèce, qui est impensable sans la défense de toutes les autres espèces et de tout l'écosystème, de tout ce qui vit et tout ce qui est sensible et qui a besoin de soins. Par conséquent, quand on demande à un écologiste s'il faut ou non tourner la page du capitalisme, la réponse ne peut pas être non tant que je ne sais pas par quoi je le remplace. Parce qu'on sait par quoi on le remplace et on sait quel chemin il faut faire. Ce chemin, c'est celui d'une transition entre la société actuelle dont nous voulons tourner la page et celle à laquelle nous visons, que j'ai décrit en général. C'est un programme de transition que le programme L'Avenir en commun. Il a tout à fait raison, Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est quoi? C'est que si on laisse la France se faire privatiser tout entière, eh ben, faudra pas s'étonner qu'on devienne la mini-Amérique. Parce que ce qui s'est passé en Amérique, c'est quoi? La vraie histoire, c'est que les pompiers sont privatisés là-bas. L'eau est privatisée. Alors quand du jour au lendemain, il y a une catastrophe qui se passe comme ça, de cette ampleur-là, je vous le dis les amis, c'est pas un feu de poubelle. C'est pas les 10 pompiers privatisés qui vont réussir à éteindre ça. Et derrière ça, quand t'as les pompiers de la ville qui essaient de se servir de l'eau, on leur dit non, pas touche, l'eau ne t'appartient pas. Et sur cette dernière vidéo, je vais vous laisser avec David Guiraud, député de la France Insoumise, qui nous explique qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la TVA en France. Vraiment les abonnés, prenez 10 minutes pour écouter ça, c'est absolument scandaleux, ça nous concerne tous. Il faut que les gens vraiment y retiennent ça, il y a 3 budgets différents. Et donc, il manque 100 milliards. Et en fait, pour moi, la marque du macronisme, c'est pas, ça ne se résume pas aux aides publiques aux entreprises. Quelque part, il a augmenté les montants.
Mais si tu veux, François Hollande faisait pareil, Nicolas Sarkozy avait commencé aussi. Bon, tu vois, c'est un classique de la politique française de se dire la politique de l'offre, faut qu'on bombarde d'argent les entreprises, les grandes boîtes. Ce qui change, c'est comment il a financé ça, Macron, en fait. Moi, c'est ça qui me... Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est passé au travers de toute la classe politique, mais c'est vrai que c'est un sujet, si tu fais pas gaffe, tu t'en rends pas compte, mais ça commence à venir, je suis assez content parce que ça commence à monter, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la TVA qui a jamais été aussi haut. Et donc, je vais te prendre un par un les trucs. Collectivité locale. Collectivité locale, on a fait sous Macron quelque chose, c'est qu'on a supprimé 3 impôts, dont 2 qui existaient depuis la Révolution française. La taxe d'habitation et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Taxe d'habitation, c'était, je crois que c'était la taxe communale ou la contribution 1791. Après, ça a eu d'autres noms. Et puis la CVAE, pareil, c'était, je l'avais noté quelque part, mais c'était la patente. Je l'ai. Patente en 1791. On a supprimé ces 2 impôts-là en se disant, bon, faut donner un coup de pouce, tu vois, à la consommation, etc. Faut savoir, quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est vrai qu'il y a des classes moyennes qui la payaient, qui se sont dit, ah chouette, je paye un peu moins. Mais en fait, la vérité, c'est que par exemple, les 15 à 20% des classes qui payaient la taxe d'habitation les plus pauvres la payaient pas. Parce qu'en fait, c'était en fonction de ton revenu, il y avait des conditions, etc. Tu pouvais avoir des baisses aussi sur ce que tu devais payer de taxe d'habitation. Par contre, les 20% les plus riches, eux, ils ont bénéficié plein pot de la suppression de la taxe d'habitation. En gros, les 20% les plus riches, c'est la Cour des comptes qui dit ça, ont bénéficié des gains de 50% de la suppression de la taxe d'habitation. On est riche à partir de combien en France? Bah, ça dépend de tes déciles, tu regardes. Ça dépend du décile que tu regardes. Moi, à 5 000 €, je fais partie sûrement des 5% les... Non, pas 0,1, mais je dois être dans les 5% les plus riches, à mon avis. Je n'ai pas fait de... mais je suis dans les 5%, facile. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais après tu as un fossé énorme en fait entre les 1% et les 0,1, les 0,01. Je reviens sur mes collectivités locales. On a supprimé ces impôts-là. Bon, comme je t'ai dit, c'est des impôts, notamment la taxe d'habitation en fait, qui ont profité plus aux plus riches. C'est pas vrai que c'était que les classes moyennes. C'est vrai un petit peu, je l'admets, mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est comment on a financé ça en fait. Parce que le grand truc, c'est on a dit, on supprime cet impôt, les gens payent plus. Sauf qu'en fait, si tu fais ça sans compenser, les collectivités locales, elles ont plus de source de financement, ça se casse la gueule, c'est plus possible. Donc l'État était obligé de le financer. Et en fait, il l'a financé comment? Avec l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait passer un impôt qui était financé sur la base, depuis la Révolution, tu vois, sur la base de là où tu habites, sur une base territoriale, ou sur la base de là où tu produis territorialement, dans ta commune, etc. Maintenant, c'est le consommateur. Là, il y a un changement complet de paradigme, tu vois, c'est le consommateur qui finance l'extinction de ces impôts. Donc ce que tu payes au caddie de supermarché, t'en as une partie qui vient financer la suppression de la taxe d'habitation. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tu rajoutes à ça des trucs pareils qui ont été financés par la TVA, comme la redevance audiovisuelle. C'est la TVA ça a été compensé aussi en fait. L'impôt n'a pas disparu, il a été compensé par l'argent de la TVA. Et tu te retrouves en fait dans une situation où les collectivités locales, leur source de financement principale, c'est plus ce qui peut se passer sur ta commune, sur ton département, sur ta région, sur la commune encore un peu. Et c'est cet argent de la TVA. Tu vois, j'avais pris un graphique parce que moi, alors je sais pas si on va le voir bien, mais si, on a une très bonne tu vois la flèche. Donc en fait, la courbe noire, c'est donc ça, c'est les principales recettes fiscales des collectivités. Ton papier, j'ai ma caméra woman qui va mettre une petite mise au point. Et alors, si tu regardes bien, en 2020, il y a une flèche qui bondit d'un coup. C'est les produits de la TVA. Dû à l'inflation. Non, c'est ce que l'État a donné en TVA aux collectivités. Tu vois, dans le financement, ça pose un problème. Donc là, tu es en train de me décrire un effet de manche de Macron. Ouais. Bon, tous les politiciens font ça. Là, ça. Paul pourrait. Ouais, mais ça prend des proportions inquiétantes. C'est que, tu sais, moi, j'ai une vision de l'organisation de l'État où la commune est administrée librement, etc. Et en plus, ça va poser des problèmes bientôt. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu as des impôts qui sont comme celui sur la propriété foncière ou autre, c'est des impôts qui sont territorialisés. C'est-à-dire, ils sont ancrés dans la réalité de ton territoire, ces impôts-là. Là, on les a fait disparaître, mais on les a compensés. Mais donc, en fait, on a figé la répartition de cet impôt à un instant T. C'est le moment où on supprime et on compense. Un territoire qui reçoit de l'argent aujourd'hui de la TVA en compensation, ok. Mais si sa population, elle vieillit, il n'aura pas les mêmes besoins qu'un territoire où la population, elle est amenée à rajeunir et elle a plus de besoins d'investissement, par exemple. Donc, en fait, les territoires, par exemple, les plus jeunes, si la répartition, elle ne change pas, ils vont se retrouver considérablement défavorisés, en fait, par cette répartition, par ce jeu de manche. Et en plus de ça, moi, ce que j'ajoute en plus dans la discussion, mais je vais parler aussi avec la Sécu, parce que ça, c'était le premier pan, tu vois, c'est la première carotte. C'est qu'en fait, moi, ce que j'observe, c'est que, si tu veux, l'État est en train de mettre ses pattes sur la gestion des collectivités locales. Parce que quand tu payes, tu décides. Quand tu payes, tu décides. Jusqu'ici, l'État, il payait pas. Voilà. Ou alors, il y avait des mécanismes de solidarité, etc. Mais là, c'est pas juste qu'il paye, c'est que ça prend des proportions. Tu l'as vu, la flèche sur le graphique qui monte. Ça prend des proportions. Et quand tu payes, tu décides. Donc, tu vas pouvoir décider, à la place des collectivités locales, de mettre la main dans leur financement, de pouvoir dire des choses, ou de dire, en fait, juste, on n'a plus assez d'argent. Ou avant les élections, lui dire attention. C'est ce qui se passe en ce moment. Regarde, on demande un effort aux collectivités locales. Alors, on a dit 5 milliards, bon, les élus locaux, ils réagissent. Aujourd'hui, si tu veux, je passe là-dessus parce que je reviens sur la sécu sociale et ce qui se passe. Comme je t'ai dit, il y avait les 3 budgets, etc. 100 milliards d'euros de TVA.
Alors pour les collectivités locales, je t'ai pas dit le chiffre, mais en gros, l'année dernière, c'est globalement 50 milliards. 50 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se prend la tête. Là, en ce moment, on est en train de dire qu'il faut faire 10 milliards d'euros de coupes absolument, etc. Tu prends 1/5 de cette somme, le problème est réglé. Et je te dis pas qu'il faut tout arrêter, etc. Mais tu vois, ce qu'on a créé, en fait, c'est un déficit monstrueux. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le rappelle dans un rapport assez récent, là. La Cour des comptes, elle dit, si tu veux... Attends, il faudrait que je te sorte parce que je l'ai noté, la citation, pour pas me planter. Voilà. Donc elle évalue la perte de recettes à 38,5 milliards d'euros au total. Je te lis, hein. Les pertes de recettes représentent 1/4 du déficit de l'ensemble des administrations publiques et de l'État en 2023. Rien que sur ça. Je t'ai même pas encore parlé de la Sécu, attends, ça va venir. Les réformes de la fiscalité locale et du financement de l'audiovisuel public, c'est vrai qu'on le met, c'est une somme plus faible, c'est tellement absurde, sont à l'origine de la moitié de la hausse du déficit des administrations publiques intervenue entre 2017 et 2023. Le déficit public, ça vient de là. Alors ok, après on peut dire on fait un choix. Mais moi, je demande à ce qu'on évalue maintenant. C'est-à-dire, ok, on a supprimé la taxe d'habitation, à qui ça a profité? Est-ce que ça a tant profité que ça aux classes moyennes? Un petit peu. Mais est-ce que tout le monde a compensé en le payant au supermarché, dans des trucs? Tu vois, en fait, on a pris sur la consommation des gens. On a créé un système complètement pervers. On a déterritorialisé une forme d'impôt. On a fait perdre du pouvoir d'action et des légitimités même démocratiques derrière sur des communes, des départements, etc. Parce que ton argent vient de l'État maintenant. Tu n'as même plus le pouvoir de fixer les taux, etc. Mais chez les communistes. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'État. C'est qu'en fait, les capitalistes, ils sont géniaux pour te faire croire qu'eux, ils veulent juste, tu sais, quitter la gestion des choses. Mais en fait, ils prennent le contrôle de tout. Et après, effectivement, ils peuvent le vendre au privé, ils peuvent le filer au privé. Mais n'empêche, d'abord, il y a une espèce de prédation de l'État. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer pour la sécurité sociale, dans des proportions plus grandes. C'est vrai que la sécu sociale, c'est un budget plus grand. Mais l'année dernière, par exemple, le chiffre de TVA qui a été transféré à la Sécu, c'est quand même 60 milliards d'euros. Tu mets les 50 milliards d'euros des collectivités plus les 60 milliards d'euros de la Sécu, de TVA transférée, tu retrouves les 100 milliards qui me manquaient quand je regardais le budget de l'État en me disant c'est bizarre, on était à 219 milliards d'euros je crois en 2023 et on a quasiment que 100 milliards qu'on retrouve dans le budget. En fait, le fondement de ce qui est en train de se passer, c'est que le premier impôt du pays, qui est aussi l'impôt le plus injuste, parce que la TVA c'est pas juste. La TVA, tu vas au supermarché, que tu sois une classe populaire, classe moyenne ou classe les plus riches, tu payes le même taux sur le même produit. Donc c'est un impôt qui n'est pas juste. Et en plus, quand tu es une classe populaire, en général, t'as pas d'autre choix que de consommer, quoi. Voilà. De survivre. Ouais, tu consommes. Tu consommes pour acheter à manger, tu consommes ton paquet de pâtes, etc. Quand t'es... Voilà, ça représente une part de tes dépenses plus importante que les plus riches. Ils achètent aussi les pâtes, etc. Mais ils ont plein d'argent restant pour payer d'autres trucs derrière. Donc l'impôt le plus injuste, en fait, maintenant, il est utilisé pour ça. Et dans la Sécu, c'est la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte en lisant une loi de règlement un peu, un document un peu technique, qui arrête les dépenses. Et pareil, je vois, marqué noir sur blanc en plus, l'affectation d'une part de la TVA a été faite pour compenser les exonérations de cotisations sociales décidées, notamment après le CICE, etc. Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi on a 1000 milliards de dettes en plus? T'as auditionné Bruno Le Maire? Oui. Il t'a dit ça comment? Oh, Bruno Le Maire. Il a sauvé l'économie française d'après lui. Mais attends, mais du coup, son intelligence est un obstacle. Et on devait mettre la Russie à terre aussi. Non, mais il y avait plein de trucs comme ça. Là, ça commence tu vois, en parlant de dette, il y a un truc qui est super drôle, ça me fait penser parce que je crois que je l'ai noté en plus. Mais c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes que j'avais lu. Ce qui est très drôle, c'est que vu que cet argent il a été compensé avec l'argent de la TVA, c'est une recette en moins pour le budget de l'État. Mais vu qu'il n'y a pas eu de baisse de dépenses significatives, à ton avis, comment l'État il a fait pour encaisser ce transfert? Ici, c'est moi qui pose des questions. Bon, vous l'aurez compris, les députés de la France Insoumise, ils sont d'un autre niveau. Alors, si vous voulez pas que la France finisse droit dans un mur, au prochain quinquennat, tous derrière la France Insoumise. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo.